Je sais pas si on a besoin de moyens à la canadienne, alors que, je sais pas, au maximum, la métropole est bloquée 1 ou 2 jours Par an. par an. Est-ce que c'est la peine de mettre le pognon du contribuable là-dessus? Chaque fois, c'est toujours la même polémique depuis genre 30, 40, 50 ans. C'est, oh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un dispositif gigantesque de chasse-neige? On va peut-être pas acheter des dizaines de chasse-neige pour ça. Et puis, effectivement, oui, je pense que certains sont un peu emballés sur la question du sel. Il n'y a eu aucune instruction qui a été donnée par Bruno Bernard de diminuer la quantité de sel. C'est exactement le même salage que les autres années. De toute façon, voilà, c'est ce qu'on appelle un marronnier en journalisme. Tous les ans, il y a de la neige. Tous les ans, ça braille sur les réseaux sociaux pendant 2, 3 jours. Tous les ans, ça demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas un dispositif à la canadienne. Tous les ans, ça se demande la densité de sel. Tous les ans, c'est la même densité de sel. Et puis l'année prochaine, ce sera pareil. Dans 2 ans, ce sera pareil. Et ça fait partie de la vie. Il y a la nature, elle existe encore. Ah non, non, en droit du Euh, travail, si tu as des obligations majeures, tu peux tout à fait ne pas venir et te mettre en télétravail. Ça, c'est prévu, hein, par le droit du travail, ce genre de choses. Et d'ailleurs, effectivement, ces questions de mobilité, ça n'empêche pas le Canada, on parlait du Canada, hmm. d'être une des économies les plus dynamiques du monde, hein. Ils sont bloqués dans leur mobilité beaucoup plus de jours par an que nous, hein. Oui, mais même malgré leurs équipements, la nature, tu peux rien faire contre, hein. Enfin, et là, si, on peut trop faire de choses contre actuellement, mais voilà, hein, ça n'empêche pas que même très équipé, tu te retrouves quand tu es à Toronto, 10, 20, 20 jours, des fois bloqués par an, hein, même à Toronto. Moi, j'ai trouvé que effectivement, il y avait relativement peu de votants, mais que c'est une première opération, que les premières réalisations qui vont sortir, elles vont encourager les gens à s'investir davantage les années d'avant, qu'effectivement, il y a beaucoup de collectifs qui se sont montés et qui ont créé une émulation que j'ai trouvée intéressante, qu'il y a des projets qui effectivement étaient bloqués depuis des années. Moi, je pense par exemple à un projet du 7e sur les frigos solidaires que, à titre personnel, j'avais voulu porter quand j'étais élu en lien avec les commerçants et je n'avais jamais eu comment dire, de répondant de la mairie centrale. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui va pouvoir être débloqué par le suffrage populaire, par un certain nombre de choses comme ça. Il y a effectivement, ça c'est encore un autre sujet, la question de l'articulation des mairies d'arrondissement qui déjà ont peu de pouvoir dans le schéma Paris-Lyon-Marseille, mais qui en plus, dans le modèle lyonnais, ont encore moins de pouvoir qu'à Marseille et à Paris et qu'il faut arriver à redéfinir. Après, le fait que les habitants s'intéressent à ça, que beaucoup de ces projets-là aillent dans un sens d'une ville plus artistique, dans la transition écologique, dans la transition sociale, c'est plutôt assez rassurant aussi sur le climat de notre ville. Ce qui a été proposé, c'est plutôt des choses qui sont intéressantes, qui vont dans le sens de la solidarité, dans le sens du lien, dans le sens de l'art. Et je trouve que ça révèle une ville en bonne santé. Alors oui, avec peu de voix pour le moment, mais parce que c'est une première démarche. Et les premières démarches, vous savez, je sais pas, aujourd'hui les Nuits Sonores, c'est un festival reconnu au niveau européen. La première édition, c'était quelques DJ au milieu d'une rue. Et ça a progressé. Moi, ce sera pareil, à mon avis, pour le budget participatif. Et effectivement, il y a aussi le mérite de enfin faire sortir certains serpents de mer qui, des fois, traînent depuis 20, 30 ans et qui peuvent être aussi débloqués comme ça. C'est pas mal aussi. Ça permet de contourner aussi un certain bureaucratisme qu'on voit dans certaines collectivités. Bah écoutez, oui, de toute façon, c'est vrai que c'est une place qui est emblématique de Lyon, mais qui en même temps a du mal à être habitée quelque part. Je veux dire, habitée par les passants, hein. Bien évidemment, il y a des riverains qui sont nombreux. Après, il y a effectivement ce risque de décevoir, qui est vrai à cause des conflits d'usage qu'il y a. C'est vrai que c'est une place qui est enfin, qui a un nombre d'usages qui est vraiment tellement multiple. Il sert à regarder les matchs de Coupe du Monde lorsque la ville décide de mettre des écrans. Ça va pas être le cas sur ce coup-là pour les raisons du boycott qui vont être suivies. D'ailleurs, c'est plutôt une position assez constante du maire. J'ai vu qu'il y avait d'autres villes qui changeaient d'avis sur le boycott de la Coupe du Monde. Pour le coup, là, c'est plutôt à mettre, qu'on soit pour ou contre le boycott de la Coupe du Monde, mettre au crédit de la cohérence de la mairie de continuer, y compris sur la finale. Mais aussi, il y a aussi un lieu de manif, aussi un lieu d'événements commerciaux. Il y a beaucoup d'événements commerciaux, mine de rien, dessus, de foires, de choses comme ça. Et en même temps, c'est une place sur laquelle qu'on traverse. C'est pas une place sur laquelle on reste, c'est pas une place sur laquelle on fait des choses, à part quand il y a des installations temporaires ou des manifs. Et c'est vrai que la rendre un peu plus agréable, cette place, ce serait quand même quelque chose d'important. Voilà, reste à voir ce que techniquement ils ont étudié, mais j'imagine que si la mairie a poussé à ce point la visibilité de ce projet, c'est quand même sur ce projet qui a été le plus communiqué par la mairie, c'est qu'ils ont des billets. Pas forcément, quand vous regardez la manière dont la consultation a été faite par la ville, il y a une énorme insistance sur les projets de proximité. Moi, je vois, il y a par exemple 18 projets de proximité dans le 7e, 28 dans le 3e, et qui sont parfois des projets qui vont quand même changer assez fortement le cadre de vie des gens.
Plusieurs choses. Déjà, il y a eu continuation du développement de l'usage du vélo dans la métropole, avec les voies lyonnaises, avec pour le coup une bonne communication sur la question de la mobilité électrique au niveau vélo, avec des aides complémentaires de l'État développées par la métropole, sur lequel il y a eu plutôt une bonne communication et avec comment dire, un échelonnement social, c'est-à-dire que les aides étaient plus grandes pour les classes populaires que pour les classes moyennes et supérieures, ce qui est plutôt dans un sens intéressant. Les voies lyonnaises, ça va développer aussi, enfin ça va développer l'usage du vélo vers les banlieues, vers les quartiers populaires et vers dans d'autres domaines. Donc c'est aussi un usage de l'écologie populaire qui est intéressant. Autre élément aussi, c'est la question, 2022, c'est la première année culturelle pleine depuis le Covid, donc avec des questionnements, avec effectivement pour le moment on voit pas, il y a eu la réussite de Villeurbanne, capitale de la culture, clairement, effectivement, qui a une tradition culturelle importante. À Lyon, pour le moment, c'est un moment de transition quelque part. Il y a eu la création du Festival de l'eau, est-ce que c'est vraiment un festival culturel? Est-ce que c'est plus un festival socio-culturel? Ça, c'est un autre domaine. Il va falloir qu'il trouve un peu sa place, ce festival. Il y a eu beaucoup d'événements, certains qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, mais c'est encore une fois normal pour un événement qui débute. C'est intéressant en tout cas de voir ce qui peut se passer. Puis ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouveau festival à Lyon. Et puis aussi le fonctionnement des Nuits de Fourvière. Les Nuits de Fourvière, elles vont changer de gouvernance. Là, on arrive dans le Final Four des 4 candidats qui ont des profils tous les 4 extrêmement intéressants, évidemment. Qu'est-ce que ça va donner? Il y en a certains qui veulent le mettre qui pensent qu'il va falloir le mettre en régie publique à terme. Il y en a d'autres, enfin, qu'il faut que ça arrête d'être en régie publique, pardon, et le mettre autrement en délégation de service public. On sait qu'il y a une discussion là-dessus et que Van Stevendel et Nathalie Perrin-Gilbert sont pas forcément sur les mêmes positions là-dessus. Comment ça va être dans la ville qui a créé le cinéma? On le dit beaucoup. Quand vous voyez que les salles sont en train d'être désertées, au niveau des producteurs de concerts, ça devient, vous avez des grosses choses qui arrivent. C'est-à-dire, par exemple, évidemment, OL Group arrive avec ses têtes d'affiche à remplir facilement. Olivier Ginon arrive à remplir facilement, mais pour tous les concerts un peu en dessous, il y a des difficultés réelles de jauge et des difficultés réelles d'un écosystème indépendant. L'écosystème indépendant lyonnais, la plupart des structures, elles ont 20-25 ans, elles sont arrivées à maturité. Mais sauf qu'aujourd'hui, donc, elle brasse elle brasse un certain nombre de salariés. Mais il commence à y avoir des fragilités, il commence à y avoir des structures qui sont peut-être pas en danger, mais qui ont des fragilités qui n'existaient pas auparavant. Et ça aussi, ça va être intéressant de voir à terme ce que ça va pouvoir donner. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va être le futur paysage culturel de la métropole lorsque vous avez plusieurs promoteurs hyper importants qui sont installés, Live Nation aussi qui s'est installé, qui est un peu le géant mondial, à côté d'un tissu qui était traditionnellement indépendant des concerts. Comment est-ce que tout ça va réussir à cohabiter à terme? Et voilà, ça va être quoi l'écosystème culturel lyonnais dans les prochaines années? C'est ça, ça me fascine assez fortement.